Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de s'entretenir avec une mission d'observateur de l'Union africaine et le PDG du groupe Greenwich Partners, groupe spécialisé dans les énergies renouvelables. Les résultats des élections législatives en Côte d'Ivoire ont commencé à tomber. Ils sont publiés par la commission électorale indépendante. Environ 250 circonscriptions électorales sont concernées. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était cet après-midi à Balakro, dans le district de Yamoussoukro, pour le lancement de la mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production de l'État de Côte d'Ivoire qui vise à contribuer à la sécurité alimentaire. Le temps est compté. En République démocratique du Congo, le président sortant Joseph Kabila achève son mandat dans quelques heures seulement. Dans le pays, la situation est calme, mais elle n'en reste pas moins tendue. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal du RTI1. Tout d'abord, les audiences du président de la République. Le chef de l'État a eu une séance de travail aujourd'hui avec le PDG du groupe Greenwich Partners, groupe spécialisé dans les énergies renouvelables et qui veut investir en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs échangé avec une mission d'observateur de l'Union africaine. La mission a suivi le déroulement des législatives en Côte d'Ivoire. On fait le point tout de suite avec notre reporter, Awa Touré. L'ancienne présidente de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, est la chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les législatives en Côte d'Ivoire. Elle est venue présenter au président de la République, Alassane Ouattara, les premières conclusions de sa mission. L'Union africaine, compte tenu de l'importance que revêt les élections législatives du 18 décembre 2016, a décidé d'envoyer une mission d'observation. Pourquoi une mission d'observation? Elle a estimé qu'il fallait être aux côtés du peuple frère de Côte d'Ivoire à cette période particulière de son processus démocratique pour l'accompagner à travers donc une mission d'observation pour apprécier le contour de l'organisation de ces élections et surtout le climat général dans lequel ces élections se dérouleraient. D'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, nous, au niveau de l'observation par l'Union africaine, c'est qu'il y a eu un climat général de paix, de sérénité et que les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme déjà de la part de la commission électorale indépendante et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. Diplômée de l'université Panthéon Paris 3, avocate, Catherine Samba-Panza a dirigé la transition de la République centrafricaine du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016. Autre personnalité reçue par le chef de l'État, Mme Charlotte Aubin-Kalendjian, cofondateur et président directeur général de Greenwich Partners. Greenwich Partners est une société d'investissement spécialisée dans les énergies renouvelables qui entend investir en Côte d'Ivoire. Je suis ravie de cet entretien qui a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire et de son président pour le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Et donc, Greenwich, qui est pionnier de l'énergie solaire avec une première réalisation déjà en opération au Sénégal, propose de réaliser pour la Côte d'Ivoire un programme de 200 MW répartis sur plusieurs régions du nord de la Côte d'Ivoire afin d'en faire bénéficier différentes parties du pays, mais aussi d'établir notre établissement pour la sous-région à partir d'Abidjan. Le groupe Greenwich Partners, qui veut apporter des solutions au déficit énergétique en Afrique subsaharienne, a démarré en février avec le groupe Vinci les travaux d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 20 MW à Bokol, au Sénégal.
Voilà, je vous l'annonçais à l'instant, les résultats des élections législatives ont commencé à tomber depuis la mi-journée. Ils sont publiés par la Commission électorale indépendante. Ces résultats concernent environ 256 conscriptions. Ont participé à ces législatives les candidats du RHDP, l'opposition, notamment le FPI et des candidats indépendants. La CEI s'attelle à proclamer rapidement ces résultats, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. 13h30 ce lundi, au siège de la Commission électorale indépendante, le décor est planté. La RTI ouvre ses antennes pour la proclamation en direct des résultats du vote de dimanche. Publique de ces instants, la presse, pour relayer les informations. Au fur et à mesure des énoncés en base arrière, les procès-verbaux des bureaux de vote continuent à arriver sous bonne escorte et plis bien scellés. La CEI, qui rappelle aux candidats qu'elle est seul endroit de diffuser les résultats, assure qu'elle met tout en œuvre pour que tous les résultats soient connus au plus tôt. Candidat RHDP, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été élu dans sa circonscription à Grand-Bassam. Il a fait une déclaration après sa victoire, comme nous le témoigne Grace Kando. Ambiance de retrouvailles, de joie et de convivialité. Nous sommes à Grand-Bassam, à la résidence du Premier ministre. Kablan-Duncan, candidat RHDP aux élections législatives, a obtenu 87,46% des voix. Il fait donc partie des parlementaires qui occuperont les 255 sièges que compte l'Assemblée nationale. D'abord remercier le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, parce que ce sont eux qui nous ont aidés à nous présenter au niveau de Grand-Bassam, parce qu'ils estimaient que nous devrions pouvoir aider à l'union des filles et des fils de Grand-Bassam et partant même aussi au niveau du Sud Comoué. Il y a des possibilités importantes pour la région et surtout, et je crois que c'est ce que j'essaie donc de prêcher pendant toute la campagne, surtout si nous arrivons à faire l'union des filles et des fils donc de Grand-Bassam et travailler ensemble pour mettre en exergue les potentialités qui sont donc énormes. La direction des campagnes se félicite d'avoir adopté comme stratégie la proximité pour convaincre l'électorat de Grand-Bassam. Nous étions très proches de la population. Le candidat s'est libéré et il a fait vraiment une campagne de proximité avec nous, si bien qu'il est passé dans tous les villages et dans tous les quartiers. L'honorable Kablan-Duncan devient ainsi le 10e député de la circonscription de Grand-Bassam. Le Conseil de l'Entente a déployé des observateurs sur le terrain pour suivre ces élections législatives. La mission composée des experts béninois, burkinabés, nigériens, togolais ainsi que du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente a fait un rapport à l'issue de ce scrutin. Il a été rendu public aujourd'hui. Thomas Kessambi pour le reportage. Le 18 décembre 2016, jour du scrutin, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans les localités de San Pedro, de Soubré, de Gagnoua, de Tiar-Salé et d'Abidjan. Elle a pu suivre les phases d'ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote dans les dites localités. Les observateurs du Conseil de l'Entente notent avec satisfaction une amélioration continue du processus électoral par une professionnalisation des agents électoraux. Elle se réjouit du bon déroulement du scrutin dans un environnement globalement apaisé et dans des conditions démocratiques, transparentes et équitables. Elle invite les candidats à accepter le verdict des urnes et à saisir le Conseil constitutionnel pour tout contentieux éventuel. La plateforme de l'Organisation de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire a aussi suivi ces élections législatives. La POECI a prononcé une conférence de presse aujourd'hui même. Le scrutin s'est globalement bien déroulé sur toute l'étendue du territoire selon la POECI. Cependant, elle a fait des recommandations à la CEI et aux différents candidats. Honorina Ngouri. La plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, POECI, a organisé une conférence de presse ce lundi. Objectif, faire une déclaration préliminaire sur le déroulement des législatives 2016. La POECI constate que l'élection s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire.
La Poésie félicite ses observateurs pour la qualité du travail réalisé sur le terrain. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire est une organisation non partisane qui compte 10 coalitions, réseaux et syndicats. Elle a été mise en place à l'effet de promouvoir la participation citoyenne, la transparence électorale et une démocratie plus forte en Côte d'Ivoire par l'observation des processus électoraux. L'ONG GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, a déployé 250 observateurs sur le terrain pour ces législatives. L'organisation panafricaine souligne la bonne tenue du scrutin. 250 observateurs pour prendre le pouls du bon déroulement du scrutin législatif du dimanche 18 décembre 2016. C'est le nombre de représentants du GEDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, déployé sur l'étendue du territoire national. À l'issue du scrutin, l'organisation panafricaine souligne la bonne tenue de ces législatives. Souleymane Traoré a salué la participation massive des candidats de tous les partis politiques. Nombre de candidatures cette année, nous sommes quand même contents pour avoir plutôt une chambre basse assez ouverte et diversifiée. C'est la première fois depuis 15 ans que nous avons un hémicycle où les 3 grands partis de la Côte d'Ivoire ont participé au scrutin. Le GEDES est une ONG panafricaine non partisane créée en 1990 par des cadres et intellectuels africains d'horizons divers. Les élections législatives terminées, place maintenant aux résultats qui sont en train d'être publiés par la Commission électorale indépendante. Mais je vous propose de revenir sur la période de la campagne électorale. Vous l'avez vu certainement, les candidats ont mis en place des stratégies pour séduire les électeurs. Meeting, caravane, porte-à-porte, chacun avait son slogan. Le but de rechercher est d'attirer l'électorat. Et c'était donc la guerre des slogans, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. La campagne pour les législatives 2016 a refermé ses portes vendredi dernier. Une campagne dynamique qui laisse en mémoire des slogans assez particuliers. À Trècheville, le candidat Hassan Cissé, avec un sens assez élevé du partage, promet « Tout pour la population, rien pour le candidat ». À Port-Boué, le candidat Marcel Gossio n'a pas hésité à plonger dans le nouchi, l'argot ivoirien. Gossio, tu peux me tcha. Au plateau, Djoro Akré Didier se fait appeler Kokumbo, l'araignée qui pique mal. Toujours à Port-Boué, les candidats Moto et Yeo. Un duo à ton service, toi-même tu connais. À Didier vit aussi un peu de nouchi. On a les yeux déjà. Mais Akupé aura certainement la palme du slogan avec le candidat John Chan Sombo. Le candidat qui dit il va faire et puis il fait. Il y a eu autour de ces initiatives quelques points mornés, notamment des money like qui consistaient pour chaque like sur les réseaux sociaux à récolter de l'argent auprès des populations pour battre campagne. Il y avait aussi ces affiches un peu spéciales où souvent un colistier était trop difficilement en place. Voilà, les candidats n'ont donc pas manqué d'imagination pour séduire les électeurs. On s'intéresse maintenant aux anciens présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Que retenir de leur passage à la tête du Parlement ivoirien? Réponse avec Alexis Ouedraogo. La structuration de l'État ivoirien commence un tout petit peu avant l'indépendance. Auguste Denise, homme politique d'origine antillaise, est élu premier président du Conseil général de Côte d'Ivoire en 1947 de l'ère coloniale. Après le référendum de 1958 organisé dans les colonies françaises d'Afrique, la Côte d'Ivoire vote pour le oui qui accorde aux anciennes colonies le statut de république au sein de la communauté française. Auguste Denise est nommé Premier ministre du gouvernement. Il sera remplacé à ce poste en 1959 par Félix Houphouët-Boigny qui, à cette occasion, quitte son poste de ministre du gouvernement français. Après lui viendra le docteur Victor Capri-Djedje. Il arrive en 1950 à la tête de l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire, assemblée qu'il va présider jusqu'en 1953.
Le docteur Capri Djedje s'efface de la scène politique nationale jusqu'à sa mort le 16 mai 2007 à 89 ans. Félix Houphouët-Boigny, successivement député ivoirien en France, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne et premier président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Félix Houphouët-Boigny a tenu un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et a dominé jusqu'à la fin de sa vie la scène politique ivoirienne. Philippe Grégoire Yassé, président de l'Assemblée législative, président de l'Assemblée nationale également jusqu'en 1980 et président de la Haute Cour de justice. Philippe Grégoire Yassé sera aussi président du Conseil économique et social jusqu'à son décès en 1998. Henri Konan Bédié fut président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993 et président de la République de 1993 à 1999. En 1995, Henri Konan Bédié est élu président de la Côte d'Ivoire. Il est actuellement le président du PDCI-RDA et le président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Charles Boza Donwayi, du 5 janvier 1994 au 2 août 1997, il occupe les fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il succède à ce poste à Henri Konan Bédié, devenu président de la République au décès de Félix Houphouët-Boigny. Son décès intervient pendant sa mandature à la tête du Parlement ivoirien. Émile Amoakon Atabrou fut pendant près de 2 décennies ministre chargé des relations avec le Parlement dans différents gouvernements. Il a été consécutivement au décès de son prédécesseur Charles Donwayi de 1997 à 1999, président de l'Assemblée nationale. Son mandat a toutefois été interrompu par un coup d'État le 24 décembre 1999. Mamadou Koulibaly a été le président de la première législature de la Deuxième République de Côte d'Ivoire. Une législature exceptionnellement longue, 10 ans au lieu de 5, en raison de la crise post-électorale de 2010. En 2011, il crée sa propre formation politique, Liberté et démocratie pour la République, Leader. Voilà, le Parlement ivoirien donc sera renouvelé à l'issue des élections législatives 2016 qui viennent de se tenir. Et la CEI, seule habilité à proclamer ses résultats, s'attelle à les publier le plus rapidement possible. On en arrive au 3e titre de cette édition. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était cet après-midi à Balakro, dans le district de Yamoussoukro, pour le lancement de la mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production de l'État de Côte d'Ivoire qui vise à contribuer à la sécurité alimentaire. Plus de détails avec Abou Sanogo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Balakro dans le département de Yamoussoukro pour procéder au lancement du projet relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence pour encourager la production vivrière. Un lancement qui marque une nouvelle étape dans la façon de produire pour nourrir les populations. D'une durée de 18 mois, ce programme d'appui à la production vivrière vise à contribuer à la sécurité alimentaire des ménages ivoiriens à travers un soutien de l'État par des moyens de production agricole. C'est maintenant chose faite. Grâce à un budget de 100 milliards de francs CFA que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a alloué au ministère de l'Agriculture et du Développement rural en 2016. La mise en œuvre des mesures d'urgence sur la production vivrière vise, dans une première phase, à produire, à mettre à disposition des paysans des quantités suffisantes de matériel végétal de très haute qualité pour la banane plantain et le manioc. Mettre en phase des plateformes de commercialisation pour le manioc, la banane plantain et l'igname, impliquant tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour la réussite du programme, s'est pleinement engagé en initiant plusieurs projets pour produire au mieux et en toute saison. Yamoussoukro a été identifié pour être le laboratoire. Oui, le laboratoire de la transformation de la structure de notre économie agricole. Grâce à la volonté politique du président de la République, en moins d'1 mois, l'État de Côte d'Ivoire vient de transformer la façon de faire du vivrier ici. Les producteurs de Yamoussoukro et de Tiébissou, bénéficiaires du projet, ont témoigné leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis des années, avec le changement climatique, on est toujours en pénurie de vivriers. Et là, savoir qu'en toute saison, nous aurons la nourriture ici, nous disons merci au gouvernement.
L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a été identifiée comme structure de mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la production vivrière. Elle va mobiliser plusieurs de ses agents pour conduire ce programme qui porte sur la culture du manioc, de la banane plantain, de l'igname et des cultures maraîchères. La ville d'Abidjan s'est parée de sa robe de lumière. La cérémonie de lancement de la 6e édition d'Abidjan Ville Lumière s'est déroulée aujourd'hui même dans la capitale économique ivoirienne. Cette cérémonie était placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara, représentée à l'occasion par la grande chancelière Henriette Diabaté. Abidjan va donc briller de mille feux pendant ces fêtes de fin d'année pour le bonheur de tous les Abidjanais. L'agence comptable des créances contentieuses vient de remettre 17 arrêtés de concession définitive ACD des logements Sogefia aux acquéreurs. La cérémonie a eu lieu à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Perpétuellement, Grâce Kando pour le reportage. 17 arrêtés de concession définitive ACD remis aux acquéreurs des logements de la Sogefia. La cérémonie de remise est l'occasion pour l'agence comptable des créances contentieuses et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité de soutenir l'action gouvernementale à travers le recouvrement des créances résiduelles et de sensibiliser les acquéreurs. Les longues périodes d'attente, les échecs essuyés par certains des acquéreurs ont fini par décourager bon nombre d'entre eux. Alors, conscient de ces difficultés, le Trésor public, la Direction générale des impôts, en collaboration avec les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ont mis en place un mode opératoire pour faciliter l'accès au titre de propriété. C'est l'occasion d'encourager donc tous les acquéreurs à solder leurs arriérés. Être propriétaire d'un logement devient une réalité pour ces acquéreurs qui se réjouissent d'avoir enfin obtenu leur arrêté de concession définitive. Nous sommes très contents parce qu'on n'avait pas espéré qu'on va avoir ça. Aujourd'hui, nous avons ce terrain-là pour nos enfants. C'est avec beaucoup de joie qu'on a reçu notre ACD. C'est vrai, il y a eu beaucoup de privations, il y a eu des énervements même, mais c'est l'aboutissement. Pour le directeur général du Trésor, Assaoré Konan Jacques, il s'agit d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise à leur disposition de logements décents. Voilà, je vous livre ce communiqué qui émane de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts porte à la connaissance des propriétaires de biens immeubles, personnes physiques et personnes morales redevables d'arriérés d'impôts fonciers antérieurs à l'année 2016 que la mesure de réduction de 25% sur les arriérés d'impôts et d'abandon des pénalités y afférentes est exceptionnellement prorogée jusqu'au 30 décembre 2016. Le directeur général des impôts invite par conséquent les contribuables à profiter de cette importante mesure de faveur avant la date suivie. Passé ce délai, il sera procédé systématiquement au recouvrement forcé des sommes en cause, pouvant aller jusqu'à la saisie et à la vente des biens sans préjudice des pénalités légalement encourues. Le directeur général des impôts compte sur le civisme fiscal de tous les propriétaires d'immeubles concernés. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication vient d'échanger avec la direction de la police nationale. Au menu des échanges, à planer les différends et créer un meilleur cadre d'échange. Explication détaillée avec Franck Quadio. Le 23 septembre dernier, un journaliste reporter de presse internationale était empêché par les forces de l'ordre de filmer dans la commune du Plateau. Son matériel saisi. Le motif, interdiction de filmer des sites sensibles, surtout après l'attentat terroriste de juin 2016. Cette visite du directeur de cabinet du ministre de la Communication aux plus hautes autorités policières a pour sens lever les incompréhensions et créer un meilleur cadre de collaboration. Je me suis rendu compte que c'était une rencontre qui était nécessaire. Ça nous a permis donc de lever certaines équivoques et d'apporter des éclairages, de sorte que désormais, la police donc a pris l'engagement de faire en sorte que ce type d'incident-là ne se reproduise plus. Bien sûr, eux, ils ont un impératif, ils doivent concilier l'impératif de sécurité avec celui donc de la liberté. Ce n'est pas chose facile, mais ils vont faire l'effort de concilier ces deux impératifs-là. Le directeur général de la police nationale, Brendo Umbia, et le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté
un interlocuteur attentif, ont, au nom de la tutelle, réceptionné le répertoire des journalistes professionnels exerçant sur le territoire ivoirien. Les deux parties ont aussi pris l'engagement de poursuivre ce type de rencontre. La préservation de la liberté de la presse dans le respect des règles s'en trouvera garantie. Les statistiques sur le 16e sommet de la francophonie tenu les 27 et 28 novembre dernier à Madagascar sont disponibles. Les organisateurs estiment à 6 000 le nombre total de participants nationaux et internationaux. Côté hébergement, prestations de services, transport, santé, le point est fait dans l'élément proposé par notre reporter Adama Koni. Le 16e sommet de la francophonie, c'est terminé. Dans la capitale malgache, Antananarivo, cap sur l'Arménie en 2018 pour la 17e rencontre de la grande famille francophone. Cette 17e édition fera-t-elle mieux en termes de mobilisation? En tout cas, quelques statistiques sur Antananarivo 2016 sont disponibles. Plus de 6 000 accréditations ont été délivrées, dont plus de 2 500 pour les délégués. Pour la couverture médiatique, 500 journalistes ont séjourné dans la capitale malgache. Les conditions d'hébergement n'ont pas été négligées. 80 hôtels réquisitionnés pour loger les participants dans 3000 suites et chambres. Dans ces hôtels et au centre de conférence international d'Ivato, il a fallu du personnel pour assurer l'accueil, organiser les déplacements, faire la cuisine, coordonner les activités aux normes internationales. Pour cela, plus de 800 personnes ont été formées. Ce n'est pas tout. 6 000 forces de défense et de sécurité mobilisées pour assurer la tranquillité des congressistes dans la ville. Une ville qui a enregistré une augmentation de son réseau routier de 20 nouveaux kilomètres bitumés. Sur les routes de la capitale malgache, 1000 véhicules ont circulé à la faveur de ce sommet pour le transport des délégations. La mobilisation d'un tel nombre de participants crée souvent des problèmes de santé. C'est pourquoi ces antennes médicales ont été installées. Toutes ces activités et prestations ont été confiées à des opérateurs économiques. Et en la matière, les principes de bonne gestion imposent une compétition pour avoir les mieux-disants. Au total, ce sont 100 appels d'offres qui ont été lancés à cet effet. Combien a coûté ce 16e sommet de la francophonie? Pour le moment, pas de nouvelles du côté des organisateurs. Mais pour rester dans les chiffres, retenez que la monnaie malgache est le ariari. 1 euro équivaut à 3500 ariari, soit 655 francs CFA pour 3500 ariari. Ou encore, pour faire plus simple, avec 1000 francs CFA, vous empochez plus de 5000 ariari. Madagascar, c'est 25 millions d'habitants, dont environ 3 millions à Antananarivo. Une population qui touche au SMIG, à peine 19 000 francs CFA. Voilà un reportage signé Adama Koni qui revient de Madagascar. On parle maintenant cinéma, VCO, entendez le président directeur général ou encore le PDG. C'est le 6e film du réalisateur nigérien Kunle Afolayan. Ce film vient d'être présenté à Abidjan et c'est un film panafricain pour révolutionner le 7e art, comme nous l'explique Franck Quadio. Quand 5 candidats à un poste de PDG d'une multinationale basée en Afrique mis en compétition dans une sorte de séminaire de sélection meurent les uns après les autres. Vous avez une intrigue bien ficelée. The CEO, le PDG, film du réalisateur nigérien Kunle Afolayan, de CEO, distribution de choix avec des rôles tenus par des visages connus, Angélique Kidjo la béninoise, l'ivoirienne Aurélie Eliam, et le rôle principal tenu par la star nigériane Wale Ojo. La particularité de ce film, c'est qu'il est panafricain. Il a été tourné au Maroc, au Kenya, au Nigeria, et il représente bien vraiment ce qui se fait de mieux dans le cinéma africain. Un film qui brise les barrières culturelles, le français et l'anglais se chevauchant allègrement dans les dialogues et les villes africaines présentées sous leurs meilleurs atouts, sans oublier la photographie, affiné par une résolution haute définition. Le film de 90 minutes est dans le genre suspense. Il baigne dans une atmosphère caractéristique, une sorte de film noir et glauque, bien apprécié. C'est la vivacité de l'intérêt dramatique. C'était bien mené, avec des rebondissements. Quand l'Afrique décide de travailler, elle peut faire des choses intéressantes
J'invite donc le public ivoirien à venir voir ce film, à venir se réconcilier avec le grand cinéma. Représentation artistique d'un cinéma africain émergent, The CEO est le plus gros film réalisé par Kunle Afolayan, une partie du budget culminant à environ 50 millions de naira. Il est une source d'inspiration pour les talents locaux. Plusieurs personnes, d'acteurs de plusieurs pays et de plusieurs cultures les mettent ensemble pour aller sur un même sujet. Souvent, si tu n'es pas un très bon réalisateur, il y a des fois que tu fais des couacs, quoi. Donc moi, c'est une grosse expérience, c'est pour ça que moi je suis venu pour voir le film. Sorti en salle en juillet dernier, The CEO a séduit la critique lors de sa présentation à Abidjan. Il est le 6e film du réalisateur Kunle Afolayan. Ailleurs, en République démocratique du Congo, le temps est compté. Le président sortant, Joseph Kabila, achève son mandat dans quelques heures seulement. Va-t-il se retirer au nom du pouvoir? La constitution congolaise lui interdit de briguer un 3e mandat. Joseph Kabila a su que la constitution sera respectée. Dans le pays, la situation est calme, mais elle n'en reste pas moins tendue. On l'a appris dans la mi-journée, l'ambassadeur de Russie en Turquie a été tué dans une attaque armée. Il a succombé à ses blessures. Andrei Karlov, selon des médias turcs, prononçait un discours lors de l'inauguration d'une galerie d'art. Lorsque des tirs ont retenti, l'assaillant a été neutralisé par les forces de sécurité russes. Ce dernier a parlé d'Alep et de vengeance selon des témoins sur place en Turquie. Moscou dénonce un acte terroriste. Fin de semaine 20h réalisé pour vous par Baker et Sophie Brou. Merci de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain 20h.